Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Bonjour Cédric O. Bonjour. Accord hier soir avec les policiers sur leur régime de retraite. C'est la voie à suivre pour sortir du conflit, des aménagements comme ça par secteur ou par profession. Alors, je pense que d'abord, il faut saluer la responsabilité des syndicats qui sont venus discuter. Il y a eu un certain nombre d'éclaircissements qui ont été apportés sur le fait que pour des professions qui peuvent être l'objet de danger, comme les policiers, les pompiers et les militaires, on pouvait faire quelques aménagements. Je pense que ça montre le chemin du fait qu'on peut encore discuter et qu'on peut trouver un accord et qu'il faut faire en sorte qu'on sorte des situations de blocage qui sont les situations actuelles. Et est-ce que c'est possible avec les cheminots et la CGT notamment? Parce que la CGT a prévenu, vous avez vu, avant-hier, pas forcément de trêve de Noël. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que le Premier ministre, je crois, ce matin a été assez clair sur la question en disant que c'était inacceptable. Bon, écoutez, je pense qu'on ne peut pas dire, pour la trêve de Noël, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un effort singulier qui a été fait par le gouvernement pour aménager la transition tout en restant ferme sur les principes d'universalité du futur système de retraite. Je pense que la balle est dans le camp de la CGT et des organisations syndicales des cheminots et de la RATP notamment. À eux maintenant de dire s'ils estiment légitime, compte tenu de ce qui va les concerner, de faire la grève à Noël. Nous, notre position, c'est que ce serait relativement exagéré. C'est-à-dire que, et d'ailleurs je veux saluer la position de la CFDT qui, elle, n'appelle pas à ce qui est de grève à Noël. Je pense que mais elle n'est quand même pas d'accord avec le texte. Elle a un désaccord sur l'âge d'équilibre, comme on dit. Mais bon, je pense que les Français ont une année qui a été pas si simple, que là, les grèves pénalisent tout le monde, et je vais avoir une pensée pour tous ceux qui sont ce matin dans les transports ou dans les bouchons. Je pense que s'il y avait une petite trêve au moment des vacances de Noël, ce serait pas une mauvaise chose. Oui. Ce que vous dites aux cheminots, c'est qu'ils exagèrent parce que ce n'est qu'à partir de la génération de 85, ceux nés après 85, que ça rentrera véritablement en vigueur pour eux. Alors 85, c'est pour le personnel roulant. Je crois que pour les autres, c'est 80. En tout cas, il y a un effort qui a été fait pour le gouvernement. Vous connaissez les années 80, vous êtes des années 80. Moi, je suis de 82. Donc, à titre personnel, la retraite, ça me paraît assez loin. Mais donc, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement, tout en respectant les principes qui sont que pour tout le monde, 1 euro cotisé doit ouvrir exactement les mêmes droits, de faire en sorte qu'on revienne à un régime général, tout en aménageant la transition. Et en aménageant une transition longue. Je pense que il faut prendre en compte cet effort-là. Oui, est-ce qu'il ne faut pas revoir quand même aussi dans la discussion l'âge d'équilibre, le fameux âge pivot de 64 ans? Hier soir, il y avait sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix, un député de la République En Marche de l'Indre qui disait lui-même, François Jolivet, j'étais stupéfait, on n'avait pas été préparé à cela et on est assez surpris. Il est issu des rangs de la gauche, comme beaucoup d'ailleurs à la République En Marche. Alors, première chose, moi je suis issu des rangs de la gauche. J'étais au Parti Socialiste, je n'ai aucun problème et je suis même très fier de cette réforme. C'est-à-dire, je pense que cette réforme est profondément une réforme de justice sociale. Elle est plus égalitaire, plus redistributrice et elle crée de nouveaux droits comme le minimum de retraite à 1 000 euros et elle est extrêmement favorable aux femmes. 1 000 euros à condition d'avoir une carrière complète. Exactement, mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans la même situation qui sont à 700 ou 800 euros. Donc, il y a des nouveaux droits qui sont créés et pour les femmes, elle va amener énormément d'avantages. Donc ça, c'est la première chose. Même venant de la gauche, je suis extrêmement fier de cette réforme. Sur la question de l'âge d'équilibre, la question c'est celle de l'équilibre du système. Ce qu'on sent, c'est que une partie des inquiétudes sur la réforme de retraite, c'est que les gens ont peur qu'il y ait des choses qu'on ne leur dise pas. Mais si on avait proposé tous ces nouveaux droits, cette universalité, en disant pour l'équilibre, on verra. Mais les gens auraient l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Ils auraient dit, mais en fait, c'est que la première vague. Donc nous, on pose sur la table. Je pense que tout le monde est très conscient qu'on devra travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps et qu'on rentre plus tard dans le marché du travail. Donc on pose sur la table un principe qui dit on fait toutes ces réformes, elle est plus égalitaire, elle est plus redistributrice, mais le principe, c'est que ce soit à l'équilibre. Ce qu'on dit, c'est que si les partenaires sociaux se mettent d'accord sur un autre principe qui permet d'aller vers l'équilibre, on est prêt à l'entendre. Et c'est le président l'a dit, c'est une proposition. Maintenant, il n'y a pas 100 manières d'assurer l'équilibre.
soit vous travaillez plus, c'est ce que nous proposons, soit vous baissez les retraites, c'est ce à quoi nous sommes totalement opposés, soit vous augmentez les cotisations, donc vous baissez les salaires. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas une entourloupe à un moment donné, vous qui travaillez sur les fake news, etc., et les fausses informations, quand le président de la République l'a dit et l'a répété à plusieurs reprises, qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ de la retraite. Il l'a dit pendant sa campagne. Voilà. Et là, il le décale, parce que l'âge d'équilibre, 62 ans, ça veut dire qu'il sera décalé aujourd'hui à 64 ans. Il y touche. On peut dire tout ce que l'on veut, etc., mais c'est vrai, et il faut le reconnaître, c'est l'âge départ pour toucher l'ensemble des droits sera 64 ans à l'avenir. Vous pouvez quand même prendre votre retraite à 62 ans, vous aurez des malus à partir... Mais ce n'est plus l'âge de départ à la retraite, parce que vous pouvez faire le choix à un moment de partir... Bien sûr, mais vous ne l'aurez plus en intégralité. Vous pouvez faire le choix de partir plus tôt, effectivement, vous ne l'aurez pas en intégralité, en tout cas à partir de 2027. Et par ailleurs, il faut se rendre compte que l'âge de départ réel à la retraite, hors départ anticipé aujourd'hui, est à 63 ans et demi. Donc les gens partent à 63 ans et demi. 62,7 très précisément en 2000. Parce que vous intégrez les départs anticipés. Voilà. Mais à partir de 2027, âge auquel l'âge d'équilibre sera à 64 ans, les projections sont qu'il sera à 64 ans. Donc dans les faits, les Français avaient déjà prévu de partir à 64 ans. Oui. Bon, pour sortir de cette impasse, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire là dans les jours qui viennent, Cédric O? Le Premier ministre l'a dit. Il invitait les partenaires sociaux, notamment la CFDT, à venir discuter. Il y a encore plein de choses dont il faut discuter qui sont importantes sur les femmes, sur la pénibilité, etc., etc. Je pense qu'il va y avoir des discussions dans les jours à venir et j'ai bon espoir. Et si la CGT ne cède pas et maintient ses préavis pour les vacances de Noël, elle a le droit de le faire. Et là, vous jouez l'opinion qui peut se retourner. Mais on joue rien du tout. Non. Je veux dire, nous, ce qu'on joue, c'est quelque part l'avenir du pays et l'avenir du système de retraite. Avec ce système de retraite, encore une fois, on assure sa pérennité. Moi, je fais partie d'une génération qui a toujours entendu qu'elle n'aurait pas de retraite. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut dire très clairement, c'est que notre génération aussi, on est je suis un petit peu plus âgé que vous. Ce qu'il faut dire très clairement, c'est qu'avec ce système, on crée la même règle pour tous et on est certain d'avoir toujours des retraites par répartition et pas par capitalisation. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est la seule chose qu'on joue. Oui. Et alors, les Français sont quand même un peu dans le flou. Vous êtes spécialiste du numérique. Où en est-on du fameux simulateur là, pour connaître un petit peu les choses? Parce que alors, il devrait être disponible dans les semaines qui viennent. Il y a encore un certain nombre de choses à préciser et qui doivent être précisées notamment dans la discussion avec les partenaires sociaux. Pourquoi il n'a pas été mis en place avant? Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à préciser. Vous ne pouvez pas faire un simulateur qui promet aux gens des choses qui sont fausses. Et donc, on a posé un certain nombre de principes. On a bien précisé les choses, donc les choses se précisent. Il reste quand même que, en fonction des situations, en fonction des métiers, de la pénibilité, des horaires de nuit, de ce qu'on va décider sur un certain nombre de choses, vous n'aurez pas exactement les mêmes choses et on ne veut pas mentir aux Français. Donc il faut préciser les choses avant de faire le simulateur. Je précise quand même que grâce à ce système universel de retraite, chaque Français pourra savoir n'importe quand combien il touchera. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque de dire combien il touchera à moins de 1 ou 2 ans de sa retraite. Moi-même, j'en ai aucune idée, et c'est encore pire si vous avez la malchance d'être passé dans le privé, dans le public, et d'avoir été indépendant. Ça, c'est impossible. Vous pouvez annoncer que le simulateur sera en place quand, à peu près? Alors, j'ai pas de date exactement, j'espère qu'il sera en place dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, début février, probablement Bon, mais en même temps, vous reconnaissez que c'est capital, quoi. C'est capital, Vous êtes en charge aussi du numérique, et les cadeaux de Noël se font de plus en plus, évidemment, sur Internet, avec la grève également, et certains concurrents voient aussi une concurrence déloyale avec la fameuse fraude à la TVA d'Amazon. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il n'y a pas qu'Amazon. Il y a, et c'est ce que montre un rapport de l'inspection générale des finances il y a quelques jours, une fraude massive sur l'e-commerce. C'est inacceptable. Nous avons pris des mesures dans le projet de loi de finances de cette année qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2021, qui doivent permettre de mettre fin à cette fraude et qui rendent les plateformes, donc Amazon, mais également les autres plateformes, redevables de la TVA dès lors que les vendeurs qui vendent sur la plateforme ne la payent pas. Je pense que c'est indispensable, car on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait ce désavantage du commerce physique par rapport au commerce en ligne. Bon, et donc là, vous avancez. On avance. Est-ce que ça avance aussi sur la loi sur la haine en ligne, qui est actuellement au Sénat, et qui me semble un peu détricotée par quand même les sénateurs là, hein? Alors, elle arrive au Sénat à partir de mardi. Disons que les sénateurs ont validé, l'esprit de la loi, la nécessité de la loi, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on a une haine en ligne qui se propage énormément et c'est quasiment un problème de santé publique. Ils ont apporté un certain nombre de modifications. Si vous regardez dans les faits, le
le cœur de la loi, qui est le fait que les plateformes, c'est-à-dire les grands réseaux sociaux, Facebook, Twitter, doivent se doter d'un système de modération à la hauteur, il est resté là. Oui, mais là où ça va pas, c'est Bruno Retailleau, par exemple, pour les Républicains, a dit pas question de confier quand même cette liberté d'expression aux GAFA. Ça revient un peu à cela quand même, non ? Je pense que Bruno Retailleau a pas très bien lu les corrections des sénateurs, et d'ailleurs ce qu'ils ont dit eux-mêmes, en saluant publiquement le système de régulation qui est mis en place. Après, ils ont une différence d'appréciation, c'est qu'ils ne veulent pas que ce soit 24 heures, ils veulent laisser Bon, nous, on tient aux 24 heures, on estime que c'est... 24 heures, c'est ça, retrait. Ils doivent se doter de moyens de retirer les contenus problématiques en 24 heures. Ils vont pas réussir à le faire pour tous, mais ils doivent être à la hauteur de l'enjeu. Qui le déterminera alors ? Il y aura le CSA qui supervisera ce qu'ils font et qui vérifiera qu'ils mettent les moyens humains et techniques à la hauteur de l'enjeu. Oui, mais le CSA, lui, n'aura qu'un contrôle il aura une supervision. Il aura une supervision. Mais comment il peut aller aussi vite et mesurer les choses ? Il y a des outils qui vont être mis en place. De manière physique, il peut aller vérifier sur pièce et sur place, si je puis me permettre. Il peut se connecter à un certain nombre d'outils. Il aura les moyens de vérifier ce qu'il faut. Vous avez soutenu aussi le Conseil de l'ordre des journalistes qui a été très critiqué par la suite. Vous le soutenez encore ou pas ? Il y a un conseil de déontologie qui a été mis en place par la profession. Enfin, c'est la profession, ce sont des historiens, etc. C'est pas forcément des journalistes. Les avis sont partagés. Moi, je continue à considérer que nous avons aujourd'hui une ingérence possible de certains pays étrangers qui s'appuient sur la liberté de la presse, et que cette question-là, c'est une question importante et décisive, et qu'il faut que ce soit les journalistes ce n'est pas au gouvernement de s'en préoccuper, c'est aux journalistes de régler la question. J'ai déjà dit ce qu'il en était. Je pense que c'est un sujet hautement sensible. Ce Conseil de l'ordre des journalistes, c'est pas un Conseil de l'ordre qui est mis en place. Mais ça ressemble à ça, évidemment. C'est assez léger, c'est indicatif. Il y a rien qui est. Il ne fait qu'émettre un certain nombre de commentaires. Il n'a pas capacité à décider qui est journaliste ou pas, qui est journaliste, qui est média ou qui est média. Parce que là, l'ensemble des médias très inquiets quand même à part ça. Donc, vous pouvez donner des garanties, ce Conseil ? Mais bien sûr, il n'y aura rien de coercitif. Bon, ce seront des recommandations. Et encore une fois, le gouvernement n'est pas dedans. Ce sont uniquement des gens de la profession. Question aussi avec Cécile de Ménébus, Cédric O. Oui, Audrey Dufeu-Schubert, qui est députée de Loire-Atlantique En Marche, souhaite vous interpeller sur la fracture numérique entre les générations, les 15-25 et les plus de 50 ans, et la place surtout de l'image des aînés dans notre société, en l'occurrence dans l'emploi. Là, il y a forcément urgence. Qu'est-ce qu'on attend en fait ? On attend que le fossé se creuse encore ? Des aînés. Il y a aujourd'hui un Français sur 5 qui estime qu'il n'a aucune compétence numérique. Et si vous prenez les jeunes, quand vous parlez aux travailleurs sociaux ou aux gens dans les CAF par exemple, ils vous disent, les jeunes, ils savent très bien aller sur Snapchat et sur Instagram. Dès lors qu'il s'agit de remplir ses impôts en ligne ou de faire un CV, il n'y a plus personne. C'est une catastrophe. Et donc, on a un Français sur 5 qui ne se sent pas à bord de cette révolution. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte, qu'on mette à proximité de chez les gens. C'est l'objectif des maisons France Service. Des endroits où des gens peuvent le faire à leur place quand ils ne le savent pas le faire. Et pour les 6 ou 7 millions de personnes dont on estime qu'on peut les former, qu'ils puissent avoir à côté de chez eux la possibilité de se faire former, à créer une adresse email et en tout cas à apprendre à faire partie de cette révolution, à utiliser ces outils. Pourquoi c'est si long ? On est dans l'instantanéité. Il faudrait que ce soit fait depuis longtemps déjà. Mais parce que ça nécessite d'avoir des lieux partout en France. Ça nécessite d'avoir des gens partout en France. Il faut le faire bien évidemment à Paris, mais il faut le faire dans les petits villages et à côté de chez vous. Et donc, c'est une nécessité de formation qui est énorme. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par les collectivités territoriales, par des associations comme Emmaüs Connect. Maintenant, on doit mettre tout ça en synergie, financer un peu plus pour permettre aux gens de se faire former et à ces associations de les former. C'est quelque chose sur lequel, c'est ma priorité de l'année 2020. C'est ma priorité de l'année 2020. Bon, et la réforme des retraites. Emmanuel Macron doit parler d'ailleurs, Cédrico, ou pas ? Quand est-ce qu'il doit prendre la parole ? Il a dit un petit mot. Je pense qu'à ce stade, le Premier ministre a dit des choses très fortes et très claires. Attendons de voir les discussions avec les syndicats. Et puis le président, de toute façon, parlera au 1er janvier. Oui. Peut-être avant quand même, non ? Peut-être. Oui. Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et puis on reviendra dans quelques instants sur la grève à la SNCF qui va peut-être durer jusqu'à Noël.